Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va concerner l'analyse de l'action Kering. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi cette action? Pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent que Gucci est mort, mais on va voir si c'est réellement le cas. Ensuite, on va voir que tout le monde ne voit que par LVMH, mais avons-nous raison forcément d'oublier Kering? Et pour finir, pourquoi je parle de cette action? Il y a eu un vrai retracement du cours de cette dernière, moins 40% depuis avril 2023. On va voir si c'est légitime ou pas et si on peut en profiter ou pas. Donc le programme de la vidéo, ça va être un peu de diaporama. Ensuite, on va se rendre sur l'application bien connue que l'on utilise pour nos analyses. Et enfin, on va chercher un peu ensemble dans le rapport annuel nos réponses à nos questions. Et pour commencer, donc on va voir quelques données sur le secteur du luxe. Ça nous a été proposé par l'analyse de Bain Company. Donc le secteur du luxe représente 1500 milliards d'euros en 2023. Un taux de croissance de 5 à 7% par an jusqu'en 2030. Et d'ailleurs en 2030, le secteur du luxe pourrait mesurer 2500 milliards d'euros. Donc 1000 milliards de plus, hein, c'est colossal. Le nombre de clients qui augmente est de 400 millions aujourd'hui à 500 millions en 2030 et le marché chinois représente 70 millions de clients actuellement. Donc déjà, conclusion assez rapide, le secteur il est porteur et il est en croissance. Donc ça veut dire qu'il y a de belles perspectives par la suite. Alors je ne suis pas un professionnel de la finance, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Voilà, ce n'est donc pas un conseil d'investissement. Vous devez être responsable de vos finances en faisant notamment vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Putain, on commence à l'apprendre par cœur à force, hein. Alors pour commencer, on va déjà voir l'histoire du groupe. Donc en 1962, il y a eu la création des établissements Pinault par François Pinault, spécialisé dans le négoce de bois. Et oui, il a commencé dans le négoce de bois, dans la vente de bois et la découpe. Puis en 1988, le groupe Pinault entre en bourse après l'acquisition du Printemps et l'entrée au capital de La Redoute. Son nom sera désormais Pinault Printemps Redoute, puis PPR, hein, bon c'est moins long je l'avoue, en 2005. En 1999, c'est le début de PPR dans le luxe, donc là, revirement stratégique complet, on est passé du bois au luxe, avec la montée au capital de 42% dans Gucci Group, et la même année, François Pinault acquiert donc la maison Yves Saint Laurent et Boucheron. En 2001, achat de Bottega Veneta et de Balenciaga, et c'est le début du partenariat avec la maison Alexander McQueen. En 2005, François-Henri Pinault, le fils du fondateur, devient PDG. En 2012, acquisition de la maison italienne Brioni, c'est pas fini. PPR devient Kering en 2013, c'est un peu plus stylé, ça fait un peu plus anglo-saxon. En 2014, c'est la création de Kering Eyewear. Bon, vous me pardonnez pour mon accent anglais. Ça sera une entité uniquement réservée à la lunetterie. Et pour finir, en 2023, on continue la prise de position avec notamment 30% du capital de la maison de couture Valentino. Alors, quelques informations très rapides sur Kering. Donc, le ticker, c'est KER, la place boursière. On peut la retrouver sur Euronext Paris. Le pays, donc c'est la France, 56 milliards de dollars de capitalisation actuellement. Le site internet, si vous voulez trouver tous vos documents les plus intéressants et voilà, les plus sûrs, hein, il n'y a pas de contrefaçon sur le site. Donc c'est kerim.com, on est dans la consommation discrétionnaire et la sous-industrie, c'est le luxe. Et pour finir, donc c'est la devise, c'est bien évidemment l'euro. Elle est éligible au PEA, oui, elle verse un dividende évidemment et pas des moindres de 3,35%. Alors Kering, contre la concurrence, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien sur 5 ans, justement, pas grand-chose. C'est ça le problème, c'est qu'elle pêche beaucoup. On le voit notamment dans le graphique, elle est en bleu ici, elle est comparée à LVMH, Hermès International, Burberry et la compagnie financière de Richemont. Et on voit qu'elle sous-performe gravement, parce que là sur 5 ans, elle est même dans le négatif avec sa confrère Burberry, donc en dessous les 0%, tandis que Hermès bat les 300% de performance, en tout cas son cours, et LVMH, on est un peu au-dessus des 150%, 170%. Je sais que vous l'aimez, Kering contre le CAC 40 et aussi contre le S&P 500. Kering ici est représenté en bleu, le CAC 40 en noir et le S&P 500 en rouge. Là on voit que Kering est encore une fois dans le négatif, en dessous de la barre des 0%. Il n'y a pas de surperformance depuis 5 ans, ça c'est sûr. Il y a même une grave sous-performance. Donc là on est vraiment... c'est un peu critique. Franchement c'est dommage parce que d'avoir une société comme ça, de cet acabit qui sous-performe autant, c'est vraiment compliqué. Alors Kering, c'est un conglomérat du luxe. Elle a notamment 15 marques de renom
Sur les 5 dernières années, elles enregistrent toutes une forte croissance. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut mettre en avant. On le voit avec les ventes de Gucci, c'est plus 26%, Saint-Laurent, c'est plus 89%, Bottega Veneta, plus 57%, et les autres maisons, plus 84%. Et ensuite, nous allons voir les produits que propose Kering via ces marques. Donc déjà, il y a l'habillement qui va être représenté par Gucci, Saint-Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, mais aussi un peu Bottega Veneta, et pour le segment masculin avec la maison Brioni. Ensuite, il y a la maroquinerie, donc ce segment principalement par Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta. Les chaussures, représentées par Gucci, je pense que vous voyez à peu près à quoi elles ressemblent. Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et la paire de Stan Smith rehaussée, Alexander McQueen. L'horlogerie pour ce segment, c'est principalement Gucci et Boucheron. Et la joaillerie, donc c'est Boucheron, Pomellato, Dodo et Queen. Pour le segment du parfum et de la cosmétique, donc il y a eu la création de Kering Beauté, mais François Pinault a aussi annoncé l'acquisition de la maison de haute parfumerie Creed. Le groupe est aussi présent dans cette catégorie indirectement via des accords de licence avec les fameux L'Oréal, Coty et Interparfums. Pour ce dernier, il est coté au SBF de mémoire. Voilà, on pourra faire son analyse si vous le voulez. Un jour, vous pouvez me le mettre en commentaire. Pour le segment autre, donc ça va être Gucci et Kering Eyewear, donc c'est principalement pour de la lunetterie. Et ensuite, nous allons voir les forces de l'entreprise. Moi, j'en ai compté 5 et on va voir ça tout de suite. Donc la première, pour moi, Kering s'inscrit dans le top 3 des groupes de luxe dans le monde. Elle a 500 magasins qui sont assez bien répartis géographiquement. Faut pas oublier aussi que Kering, c'est des marges qui ont baissé, certes, mais qui restent solides, élevées et stables, avec environ 16,39% de marge nette sur les 5 dernières années. Kering, c'est aussi des acquisitions régulières de plusieurs marques, Creed récemment par exemple, et tout ça, ça permet de renforcer sa position dans certains secteurs. Le groupe possède des marques historiques avec certaines qui datent de 1760 comme la maison Creed ou 1858 comme la maison Boucheron. Sans oublier que Balenciaga et Gucci respectivement datent de 1917 et 1921, donc ça date pas d'hier. Donc ce genre d'entreprises sont très bien implantées et mondialement reconnues, donc très dur à concurrencer. Bon, vous connaissez la musique, si l'entreprise a des forces, elle a également des faiblesses. Et pour ce part, j'en ai compté 6. Donc la première, on va commencer, donc Kering, le groupe, est sensible au ralentissement de la croissance économique et donc de la consommation, notamment en Amérique du Nord et dans les pays émergents comme l'Asie. Et tout ça, ça vient pénaliser les ventes de l'entreprise. Le groupe est trop exposé à sa marque Gucci qui représente 51% de son chiffre d'affaires. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas la bête noire, mais quand Gucci se porte mal, forcément, Kering, il en va de même pour lui. Kering aussi n'a pas su se mettre au goût du jour. La mode a changé plus vite que les produits qui étaient proposés. C'était la fin du bling bling il y a de ça quelques années, mais Kering n'a pas suivi le tournant en fait. Principalement Gucci qui n'a pas su convaincre avec ses nouvelles collections, maintenant anciennes, mais ses collections depuis fin 2021. Il y a eu aussi des erreurs de stratégie qui ont coûté cher au groupe. Par exemple, dans certains magasins à l'étranger, il y a eu des remises. Bon, c'est le mot poli pour ne pas dire solde. Or, dans le luxe, c'est bien connu, même Bernard Arnault l'a dit dans la dernière conve, le luxe est le seul secteur qui ne doit pas faire de promo. Et pour continuer, donc si on veut la comparer à LVMH, par exemple, elle est moins diversifiée en termes de catégories de produits. Mais après, c'est normal parce que LVMH a des marques, notamment dans les vins et spiritueux, chose que Kering n'a pas du tout. Et bien évidemment, la dernière faiblesse, donc c'est un secteur qui est très concurrentiel et c'est important de le préciser car le groupe Kering n'est pas leader sur le marché, notamment sur le secteur de l'habillement. Là, de mémoire, ça va être LVMH et les articles en cuir, je pense que vous connaissez tous, c'est Hermès. Maintenant que l'on a vu les faiblesses, on va voir les mots, donc les avantages concurrentiels. Est-ce qu'elle en a ou pas? Bon, sans plus tarder, je vais vous dire, elle en a 4 et on va voir ça ensemble. Alors, pour le premier avantage concurrentiel, même si des marques sont des actifs intangibles, Kering possède de très belles et réputées maisons qui ne sont pas prêtes à disparaître. Pour l'avantage concurrentiel numéro 2, il y a un contrôle accru sur les réseaux de distribution. Alors, il y en a 3, il y a en propre, en vente indirecte, en vente en ligne. Le canal de distribution en propre représente 78% du chiffre d'affaires en 2023. Et ce canal-là, c'est vraiment important parce que ça permet de renforcer la relation entre le consommateur, mais aussi d'assurer le contrôle de ses équipes et son image de marque. Et on sait, l'image de marque dans le secteur du luxe, c'est ce qu'il y a de plus important.
Il y a aussi donc en avantage concurrentiel numéro 3 le pricing power. Le groupe peut fixer ses prix. Là, c'est l'étude Morningstar qui nous le met en avant parce que le prix moyen des produits de Gucci a augmenté de 20% entre 2015 à 2018. Donc l'avantage concurrentiel numéro 4, le dernier, je vous le confirme, il est un peu plus subtil, mais on voit que Kering est un conglomérat comme on l'a dit tout en haut. Donc il regroupe 15 marques de prestige, ça on le sait, mais ça permet de mieux gérer la croissance et l'exclusivité, ce qui est différent par exemple de Prada et Salvatore Ferragamo qui eux sont solo. Mais aussi, ça permet une meilleure allocation du capital en récupérant les bénéfices des grosses sociétés qui sont bien développées pour développer les plus petites. Et pour ce qui est de la gouvernance, on le voit donc François Jean-Henri Pinault, c'est le CEO, donc c'est le big boss, il a 61 ans, il est là depuis 93, c'est énorme, hein. Et tous les autres, on le voit donc 2012, 2008, 2012, 2016, 2017, ils sont là depuis longtemps. C'est très intéressant parce que donc on l'a vu, le PDG actuel c'est le fils du fondateur, donc c'est plutôt une marque de confiance. Et nous revoilà sur l'application donc EQ Invest pour faire l'analyse technique, enfin pas l'analyse technique, l'analyse quantitative assez vite. Donc on prend Kering, là c'est la rubrique information, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. L'analyse quantitative, on voit la note de 11 sur 20, mais on en reviendra là-dessus parce que je ne suis pas forcément d'accord. L'évaluation du prix, elle est sous-évaluée, ça c'est sûr, à moins 33,96%. Donc, est-ce que c'est le moment de l'acheter? Quand on voit ça, oui, en tout cas, elle est sous-évaluée. Donc, ça peut être potentiellement un bon moment pour l'acheter. Sur une vision moyen terme, moyen long terme, pourquoi pas? Avoir le prix juste, là, selon les méthodes DCF et les prix proposés par Guru Focus, les DCF, etc. On est à 555,14 €. On est là en ce moment à 3,66 €. Donc, il y a une décote, ça c'est sûr. Faut voir. Faut voir. Elle est quand même sous-évaluée avec le PE actuel qui est à 15,04 et il y a 10 ans, il était à 28. Donc, elle est sous-évaluée. Pour ce qui est de la rentabilité, donc le ROCE médian sur les 10 dernières années, il est de 15,91%. Sur 5 ans, il est de 21,47 et sur l'année dernière, il est à 16,66%. Pas mal, il y a mieux, mais pas mal. Pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires, on est sur 10 ans à 7,9%, sur 5 ans 9,1% et cette année, on est à moins 3,2%. C'est pas top, surtout sur la dernière année. Franchement, ça a pêché, on va le voir après, mais c'est Gucci principalement qui n'a pas arrangé les choses. La prédictibilité, elle est quand même bonne parce qu'il y a comment dire, il y a 88% de prédictibilité, c'est-à-dire que on voit quand même un potentiel d'amélioration du chiffre d'affaires qui peut arriver assez vite. On n'est pas sur un truc complètement hors tendance ou quoi que ce soit. Pour ce qui est du dividende, bah là plutôt pas mal. Sur 10 ans, la croissance elle est à 15,2, sur 5 ans 14,2 et sur cette année 16,7%. C'est pas mal, c'est pas mal, surtout pour des secteurs comme ça qui sont des fois un peu avares de dividendes. Donc c'est pas mal. Par contre l'augmentation, donc c'est que sur que 3 années consécutives, je crois que c'était pendant le Covid, il n'y avait pas eu de... Ouais, il n'y en avait pas eu pendant le Covid de mémoire. Il y a des entreprises dans le luxe qui sont meilleures, hein, LVMH par exemple ou Hermès, mais elles ne s'achètent pas à un prix, à une décote de quasiment moins 34%. Ça, c'est sûr. Il y a des nouvelles fonctionnalités, vous allez voir. Donc la checklist fondamentale qui est ici, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez en profiter. Il y a un petit code de réduction de moins 10% avec le code JINVEST10. Vous êtes gagnant, je suis transparent. Donc ça permet d'être mieux, d'être un peu plus cartésien. Voilà, il y a question, vous y répondez par exemple, hop, vous mettez là-dedans. Oui, neutre, non, voilà. Bon, moi j'avais mis quoi ici? Conso cyclique du luxe, oui, forcément, c'est du luxe. Voilà, donc vous, après, bah, ça va se mettre et il va y avoir la note qui va être actualisée en dessous. Bon, là, c'est 6 sur 20, mais c'est parce que j'ai répondu à quasiment rien. C'était juste pour voir un peu comment ça fonctionnait et c'est plutôt pas mal. Donc, on va s'en servir un peu plus souvent. Alors pour ce qui est de l'analyse quantitative, donc vous avez vu, hein, il y a une note de 11 sur 20. Personnellement, je ne suis pas très d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je vais lire les notes, ça sera un peu plus simple. Je trouve que c'est trop peu et je trouve qu'elle est un peu durement notée. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kering, depuis 10 ans, c'est un doublement du chiffre d'affaires, le dividende par action qui a fait x3, le ROE, donc c'est le ratio qui permet de montrer que la société crée de la valeur à ses actionnaires, c'est 17%.
ce qui est plutôt pas mal, hein, sur 10 ans encore une fois. Il y a eu 18 milliards aussi de générés sur ce laps de temps de cash flow. Encore une fois, c'est pas mal, hein. Faut pas décrire, faut pas dire que l'action elle est morte. Sur ces 18 milliards, si on enlève les cessions d'actifs, il y a eu 7 milliards en acquisition, donc il reste 11 milliards, et sur ces 11 milliards de retournés aux actionnaires, il y a eu notamment 9 milliards en dividendes, on voit avec des ratios, avec un rendement du dividende qui est plutôt alléchant, et 2 milliards en rachat d'actions. Donc c'est un bon point. Donc, petite conclusion, même si en ce moment c'est compliqué pour le groupe, bah, il a néanmoins quand même créé pas mal de valeur à ses actionnaires. Et donc maintenant, on se retrouve sur le document d'enregistrement annuel 2023 qui a été mis à jour en 2024, il y a même pas une semaine de ça. On va voir si l'entreprise est en difficulté financière ou pas. Donc déjà vous le savez, j'évite les entreprises en déclin total, des chiffres d'affaires en berne, des résultats et des free cash flow négatifs, ça c'est warning, c'est drapeau rouge, on ne touche pas à ça. On va se pencher un peu sur les documents maintenant et on va voir le fameux bilan, il est page 76, alors il est là, voilà, le bilan. Donc là on voit il y a pas mal d'actifs, 41 milliards d'actifs, des capitaux propres à 16 milliards, c'est plutôt pas mal. Là on voit tout. Tout est inscrit dedans, il n'y a pas de surprise, hein. Vraiment, penchez-vous dedans, ça prend du temps, mais c'est intéressant, ça vous servira tout le temps. Trésorerie, équivalent de trésorerie, on est à quasiment 4 milliards de cash qui dorment sur les comptes. C'est un bon point. Et maintenant, on va voir la solvabilité directement, page 79. J'ai regardé un peu avant vous pour éviter de chercher, ça va être un peu long. Donc l'endettement financier net, il est au 31 décembre, il est de 8,5 milliards d'euros. La solvabilité, donc le groupe affiche une structure financière très solide. Ils vont pas dire qu'ils sont dans la dèche non plus, hein, c'est normal. Et bénéficie d'une notation à long terme A, perspective négative. Donc de la part de Standard Poor's, donc l'agence de notation. Donc la notation à long terme A, c'est une très bonne note. Par contre, perspective négative, tout est dans le mot. Faux, s'en méfier quand même. Mais une note A, on est dans ce qu'il y a de mieux quasiment. La liquidité, donc au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible s'élève à 3 922 millions d'euros. Voilà, il y a eu pas mal, il y a eu quelques centaines de millions en moins. Alors maintenant, on va chercher l'EBITDA, donc il se retrouve dans le compte de résultat résumé. Hop, il est à 6,569 milliards. Et maintenant, donc on va faire le fameux ratio que j'aime beaucoup, donc dette divisée par EBITDA. Donc 8,5 milliards divisé par 6,569 va être égal à 1,29. C'est-à-dire qu'il faudrait environ 1 an et demi d'EBITDA pour rembourser la dette nette du groupe. Donc, petite conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Kering peut continuer d'investir et saisir de nouvelles opportunités d'acquisition. Parce que je vous rappelle qu'avec 1,29 de ratio dette sur EBITDA, c'est pas beaucoup, hein. Il y a des entreprises, je ne vais pas vous citer Atos, hein, là, c'est pas une offre, elle est finie. Mais il y a des dettes quand même il y a des entreprises qui s'endettent davantage. Donc 1,29, franchement, c'est raisonnable. Moi, pour vous dire, quand ça dépasse 2,5, je regarde pas. Enfin, je regarde, mais je fais vraiment très attention. Au-dessus de 3, c'est mort. Mais en dessous de 2,5, honnêtement, il y a pas grand risque. En tout cas, je suis exposé à des entreprises où il y a plus de 2 de dettes, enfin de ratio. Et maintenant, donc, on va se retrouver page 73 pour regarder un peu la répartition géographique. Donc on voit l'Asie-Pacifique, on est à 35% du chiffre d'affaires, l'Europe de l'Ouest 28%, et là en fait on aime bien, il faut comparer avec ce qui se passe en 2022. Donc là on voit, Europe de l'Ouest ça s'est maintenu, l'Asie-Pacifique ça a perdu 2 points, donc pour le coup ça s'est pas maintenu, hein, ça a baissé quand même un peu, mais c'est surtout en Amérique du Nord où ça a pêché, il y a eu 23% du chiffre d'affaires généré là-bas, contre 27% en 2022. Donc là, ça a baissé quand même de 4 points. C'est quand même important. De toute façon, on l'a vu, il y a une perte quand même accrue et un ralentissement important dans cette zone de la planète. Le Japon, donc 7%, 6% l'année dernière, il y a une petite augmentation, c'est tout à fait louable. Et le reste du monde, on est kiff-kiff, comme on dit. Donc là, on se retrouve dans le chiffre d'affaires du groupe par segment. Donc en gros, par maison, par marque.
on voit que Gucci, ça va être égal à 59% du chiffre d'affaires. C'est important, hein, c'est même très important. Ça veut dire qu'en gros, si Gucci se porte mal, comme c'est le cas en ce moment, et ben Kering va se comporter aussi, enfin, va être dans le mal, évidemment, va être beaucoup impacté, tout simplement. Yves Saint Laurent, on est à 16% du chiffre d'affaires, Bottega Veneta 8% et les autres maisons 18%, Kering, Airways et Corporate, on est à 8%. C'est-à-dire qu'avec Gucci et Yves Saint Laurent, on arrive à 67% du chiffre d'affaires. Vous imaginez à quel point Kering est quand même dépendant de ces deux marques. Bon, et là, on se retrouve page 428. On va voir un peu la structure du capital de Kering. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Pour une fois, et c'est pas les investisseurs institutionnels qui représentent la majorité des parts, mais en fait, on va se concentrer plutôt sur les 42,2% qui sont contrôlés par Artemis Holding Familial. C'est-à-dire que Artemis Holding Familial détient 42,2% du capital de Kering. Et ça, en fait, c'est une holding familiale qui est contrôlée encore par l'équipe, enfin plutôt par la famille fondatrice de Kering. Et ça, c'est un super point parce qu'on voit que le management, forcément, il est skill in the game, il est impacté, il est dedans à 100% parce que toute la famille, et en tout cas une bonne partie de la famille, a ses billes dans l'entreprise. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça se porte plutôt bien. Donc on se retrouve pour la conclusion. Alors je vais regarder la checklist pour ne rien oublier. Donc déjà, premièrement, la valorisation de Kering, elle est plutôt basse. On est sur les plus bas depuis 5 ans. Donc ça peut être attractif pour se positionner. Cependant, les perspectives sur le court terme sont quand même moyennes, donc il faudrait faire attention. Mais sur le long terme, c'est un groupe qui devrait récupérer de sa splendeur, en tout cas selon moi, grâce aux marques qu'elle a en portefeuille et aussi aux acquisitions qu'elle va continuer de réaliser. Pour moi, Gucci va retravailler son design, notamment avec l'arrivée d'un nouveau directeur qui est vraiment arrivé, hein. Là, il est déjà en place. Il va sortir ou il a sorti sa première collection. Les clients veulent des produits plus discrets et plus raffinés. Ça, je pense qu'il l'a compris et je pense que l'équipe de management l'a compris. Pour ma part, je vais attendre les résultats du trimestre numéro 1 qui va arriver sous peu. Ouais, dans un mois. On est le 27, ouais, voilà. Donc ça va arriver dans un mois. Donc je vais les attendre et je vais me positionner. Alors pour finir, donc pas de citation, mais je vais vous expliquer pourquoi Kering s'appelle Kering. Eh ben Ker, K-E-R, signifie foyer en breton, les origines de la famille Pinault, et le suffixe anglais, donc ing, suggère que l'action est la dimension internationale du groupe, donc ing, ça fait un peu anglais. Le nom est homophone du mot anglais caring, qui signifie qui prend soin de ou est attentionné. Bon, ils ont voulu faire un peu un mix des deux, c'est plutôt sympa, voilà. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.